est venu le moment où il a fallu boire cet étrange breuvage que vaguement je soupçonnais. Quand je dis breuvage, c'est très, très exactement ce mot-là. Avoir une sale vie, enfin ce que l'on peut appeler une sale vie, se faire chier comme beaucoup de gars se font chier, ça trouve sa place dans un petit tiroir, dans un petit compartiment, vraiment particulier. Être en but à soi-même, se démolir, vouloir se démolir, se blesser, se punir, c'est encore un autre compartiment qui me semble assez étanche avec l'autre. Mais sauter, marcher, ramper, tirer, aller tuer des mecs, ça c'est un breuvage. Il faut le boire. On ne peut pas l'imaginer. Même Lavrille, si costaud soit-il, si prêt à tout, s'étant découvert une âme de tueur, volontaire dans toutes les circonstances, refusant de dormir pendant des nuits pour monter la garde, parce qu'on était menacé et qu'il n'avait confiance qu'en lui. Eh bien, même Lavrille, il a fallu qu'il trempe ses lèvres dans le breuvage pour le connaître. Un jour, des semaines après, on faisait peu d'expéditions. On rançonnait les petzouilles dans le coin, on leur soutirait ce qu'on pouvait leur soutirer. Ils avaient tellement la trouille de nous qu'ils nous vendaient pratiquement jamais. De temps en temps, il y avait un petit paquet qui s'était fait accrocher dans un coin à des kilomètres de là. Mais les bandes de nazis ne venaient quand même pas trop s'y frotter. Et l'hiver qui se terminait. Le printemps qui faisait sortir petit à petit les oiseaux, les bestioles qui venaient d'hiverner. Les premiers petzouilles qui repartaient dans leurs champs. Nous qui commencions à dormir sans grelotter et à se réveiller sans avoir les pieds complètement glacés. Ce jour, ce printemps, peut-être ce premier jour de printemps, une décision venait d'être prise à l'échelon supérieur. Il fallait qu'on y aille. Alors là, il n'était plus question de demander ceux qui étaient volontaires et les silences pour prouver ceux qui ne l'étaient pas. Il fallait marcher. Ils avaient déniché un camion, et piqué un camion à un gars. Ce camion-là, il l'avait parfaitement bien protégé. Il n'y avait plus de pare-brise, mais une plaque de métal devant, avec un tout petit trou pour que, si par hasard, le camion était surpris par des types venant de devant, puisse à fond de train passer comme une trombe, et qu'on puisse pas descendre le chauffeur. C'est de la seule protection qu'il y avait dans ce camion-là. Un gros machin qui marchait, je crois, au mazout, enfin. En tous les cas, pas au charbon, peut-être à l'essence. Ça n'a pas d'importance. Très bonne heure, vers 4 heures. On a été réveillés. Et on a entendu que le camion roulait, enfin, ronronnait. Il était un peu à la lisière du bois. On est monté dedans à une vingtaine, peut-être davantage. Pas plus de 30 en tout cas. Il y avait Michel, qui était le caïd du coin. Le vieux qui s'est posé à côté de lui. De nouvelles armes qu'on venait de toucher, c'était des bazookas. Presque tout le monde avait des mitraillettes, moi y compris, plus mon flingue. On s'est retrouvés dans le camion, puis on s'est mis à rouler tout phare éteint, dans le petit matin. Je ne savais qu'une chose, la même que tous les autres, ceux qui connaissaient et ceux qui ne connaissaient pas, on y allait. Tout le monde me donnait l'impression d'être calme, moi y compris. Le camion était calme. Il n'y avait pas de banc à l'intérieur, pas de bâche. On était accroupis. Un paquet d'un côté d'une ridelle, l'autre ridelle aussi gardée, puis à l'arrière du camion, un bazooka en position et un fusil mitrailleur. On a roulé vers une direction que seul Michel et le vieux sans doute connaissaient. Et quelque chose d'imprévu a surgi. Cet imprévu-là, c'est en
traversant un petit village, ce que je croyais qu'on ne devait pas faire avec des camions, surtout vers 5-6 heures du matin. Mais à peine persuadé qu'il n'y avait pas de bande allemande dans le coin, à la sortie du village, une déflagration, on venait de dépasser un poste de Fritz. Et immédiatement après, le gars qui tenait le fusil mitrailleur s'est mis à le vider. Et le camion à partir comme un véritable toboggan. On a roulé une dizaine de kilomètres et puis on est rentré dans un bois par un petit chemin. On s'est enfoncé dedans. On a arrêté le camion là. On est descendus tous comme des fous. En attendant que Michel parle. C'était vraiment pas prévu au tableau. On s'est rapproché de la route. Il a mis les gars, comme on dit, en tirailleurs. Certains dans le fossé, d'autres un peu derrière. Il y avait 2 bazookas. À l'entrée de la route, il a placé un bazooka. 100 mètres plus bas, un deuxième bazooka. Ça ouvrait, ça fermait, ça noyautait un petit morceau de route. Quelques gars dans le fossé, avec des mitraillettes. Et à la lisière du bois, là où on m'avait dit que je devais rester, des gars avec les fusils mitrailleurs, pour couvrir le repli. Et on a attendu. J'étais très sec. Ni je suais, ni je tremblais. J'allais boire. L'avril, lui, passait sans arrêt sa langue sur ses lèvres. Il avait le ventre entouré de grenades. Il se régalait, de temps en temps même, il découpillait puis il regoupillait pour nous faire peur. Il avait des grenades qu'il avait poussées au maximum. Il fallait compter 8 pour qu'elles puissent exploser. Les siennes, déjà, il leur avait fait faire un petit paquet. Et puis, très lentement, vers 9h30, 10h le matin, alors que personne ne trouvait le temps long, mais commençait quand même à s'impatienter, un guetteur qui était dans un arbre a donné l'alerte. Alors j'ai très légèrement sorti ma tête de derrière l'arbre où j'étais planqué, et j'ai vu le ruban de la route qui faisait des bosses et des creux. J'ai vu un camion. C'était pas un camion vert, c'était un camion jaune. D'un jaune de sable. Puis j'ai vu un deuxième camion qui retombait dans un trou, qui suivait la route, qui était comme sur des montagnes russes. Puis un troisième camion et un quatrième camion. Puis après, plus rien. Alors léger coup de sifflet, les types étaient à peu près 2-3 kilomètres de nous. Le guetteur est descendu. Il avait fini son boulot. Il est allé rejoindre son poste. On s'est tous mis en batterie, très près. J'avais ma mitraillette entre les mains, le petit œil rouge qui me regardait, la vrille qui légèrement ondulait du buste. Je jetais un coup d'œil vers les bazookas. Les gars étaient là comme si, dans une seconde, le premier camion allait arriver. J'ai compris la tactique. On laissait les 4 camions rentrer dans le piège. Le dernier bazooka tirait dans le premier camion. Et le premier bazooka tirait dans le dernier. Et au milieu, ça allait être le carnage. Ça s'est passé à peu près comme ça. Un à peu près très sérieux. J'ai vu partir le premier obus de bazooka, comme quelque chose qui sortirait d'un tuyau de poêle, quand on tape dessus et que, disons que brusquement, sort un rat. Il est parti au ralenti, presque en volant à ras de terre. Puis il a touché le moteur, puis il a explosé. Le premier camion a littéralement éclaté. Les frites sont parties à 2-3 mètres en hauteur. Leurs munitions se sont mises à exploser elles aussi. Ça fait un ramdam terrible. Et puis une deuxième grosse explosion. C'était le dernier camion. Il fallait qu'on se farcisse les deux du milieu. Les Allemands sont allés de l'autre côté, dans l'autre fossé. Et à travers les roues du camion, ils se sont mis à tirer. Ils tiraient d'une si drôle de façon. Moi, je n'avais pas encore tiré. L'Avril lui avait déjà vidé au moins 1 ou 2 chargeurs. Puis il s'apprêtait à balancer une grenade quand, justement, je le regardais et, derrière le dernier camion qui brûlait, j'ai peut-être été le premier à le voir.
Ça n'a rien arrangé et ça ne m'a pas arrangé. La colonne se fragmentait pour nous attaquer. C'était pas 4 camions qu'il y avait, c'était peut-être 20. On s'était fait posséder. Les premiers avaient servi de chou pour la chèvre ou d'appât pour le rat. Eux, ils étaient sacrifiés. Mais ils savaient que derrière eux, il y avait leurs potes. Alors ça s'est mis à chier dans tous les sens. J'ai tiré sans jamais savoir où je tirais. J'avais qu'une trouille, c'était de tirer trop bas et de foutre une balle ou deux dans la gueule d'un de nos gars qui était devant dans le fossé. Et ensuite, Michel a vu la colonne qui s'approchait, au ralenti, avec des gars qui se perdaient dans la nature, qui tentaient un vaste mouvement d'encerclement sans passer par le bois. Alors Michel a sifflé. On a compris que c'était le repli. On venait d'avoir un accrochage et il fallait se tailler. Alors je me suis taillé à 4 pattes. Puis j'ai marché. J'ai dépassé le camion. Je suis pas monté dans le camion. Mais personne ne montait dans le camion. Il fallait rejoindre le centre, le cœur du bois. Pendant des heures, ça s'est répété. Comme quand j'étais avec Lavry près du camp de Tavaux. Et je me suis retrouvé seul, avec ma mitraillette et très peu de chargeurs d'utiliser. Je me suis arrêté. Il n'y avait plus aucune détonation, aucun ronronnement de moteur. Je ne savais pas où j'étais, mais je crois que j'étais très bien planqué. Et l'après-midi a passé à ce que je tende mes oreilles dans une direction ou dans une autre. Et petit à petit, on a fini par se regrouper, se retrouver, ramasser les miettes. Michel n'était pas du nombre. Le vieux, lui, y était. Il avait dit que ça avait été une sacrée histoire. Que si c'était tout ce qui restait maintenant, on en avait perdu de trop. Que ça valait pas le coup d'avoir fait seulement sauter 2 camions, qu'on avait été vendus ou que quelqu'un avait dit une connerie quelque part. Qu'on était tombé dans le piège en passant avec le camion, en tirant. On avait dévoilé notre jeu. Si on n'avait pas tiré, peut-être qu'il n'aurait pas compris, dans le petit matin, que c'était un groupe qui se baladait. Le vieux a donné l'ordre, à la fin de l'après-midi. Les journées devenaient plus longues. Il a donné l'ordre de se détacher, de prendre la direction inverse et de revenir pour essayer de sortir les copains. Que normalement, les frites avaient dû partir. En ça, il s'était pas trompé. On s'est déployé et on avançait au pas sans trop faire craquer. Et quand on est arrivé pas très loin de la route, on a vu les restants de camions qui fumaient, plus de colonne. Elle avait fait demi-tour. On a découvert les premiers AKB. Il n'y avait plus de blessés, il n'y avait plus rien. Tout avait été descendu. Ils les avaient finis sur place. Alors j'ai retrouvé comme ça des copains, des gars que je connaissais pas, puis certains que je connaissais. Et le petit groupe de 6 qu'on avait formé, il s'était réduit maintenant à 3. On restait 3 de Boulogne. J'avais du mal à les retourner, à les regarder. À voir que leur guibole ne suivait pas le même mouvement que les épaules. Qu'il fallait pratiquement les retourner encore une fois pour que les jambes retrouvent la bonne position. Des pantins désarticulés. Oui, je l'avais bu le breuvage. Je l'avais bu et il n'était pas amer. Il n'avait rien à voir avec moi. Non pas je m'étais fourvoyé, foutu dans un piège, dans un merdier. Non, c'était autre chose. Un carnage des deux côtés. Il y en avait autant en face que d'une autre. En tournant sur le champ, j'ai tout à coup découvert Michel. C'était le type qui réussissait, en ne disant rien, à nous faire tout comprendre. J'avais pour lui non pas une admiration, mais un très profond respect. C'était ce qu'on appelle un gars politique, comme l'était le vieux. On était non seulement rentré chez les partisans, mais chez les FTP.
Je connaissais les autres, je savais qu'ils existaient. On dit que quand une maison brûle, tous les bras sont bons. Moi, je crois que si j'avais réfléchi ou si on m'avait posé la question, je n'aurais pas trouvé tous les bras de bons. Pas très formé politiquement, mais suffisamment parce que j'avais vu aussi bien le vieux qui rentrait avec ses cuites que les gars du quartier qui rentraient après des manifestations ou qui gueulaient tout simplement parce qu'on les avait foutus au chômage. Ça avait été ma seule formation, ma seule éducation. Une éducation sur laquelle je ne revenais jamais, à laquelle je ne pensais pas. Mais je savais de quel côté j'étais. Seulement, j'étais encore en train de découvrir que du côté dans lequel j'étais, à partir du moment où je les rejoignais, il ne fallait pas que je les trahisse. Il fallait qu'ils puissent compter sur moi. Et je découvrais cette chose absolument aberrante, que j'étais ce que ma mère disait de mon père, un type tourné uniquement sur lui. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait m'arriver, c'était moi qui devais le faire. Mais je ne pouvais pas faire pour les autres. Peut-être poussé dans un ultime retranchement, tombant face à face avec un autre gars, peut-être, j'en doute. La suite l'a montré. Je ne pouvais pas tirer le premier. Je lâchais. La prise que j'avais, avec beaucoup de mal, accrochée, était trahie et par mes doigts et par le rocher. Et quand j'ai découvert Michel, dans le fond, là d'où il avait donné son coup de sifflet, la position qu'il avait, une position non pas curieuse, nous, surprenante pour un mort, on voyait qu'il était mort, mais cette position est ce qui sortait de sa bouche, qui n'était pas du sang, que de là où j'étais, je pouvais prendre pour de la bouillie, m'a tout de suite fait penser qu'il s'était passé autre chose. Une autre chose qui n'avait pas d'intérêt, pas d'importance. Mort, c'est mort. Mais pour moi, mort, c'est avec quelque chose. Un pourquoi. Pour Michel, il était mort, lui, politiquement, idéalistement. Je l'avais peut-être pas assez protégé. Quand j'avais tiré, je n'avais peut-être pas tiré en regardant où je tirais, et j'aurais pu, si j'avais bien ajusté mon coup, j'aurais peut-être pu sortir Michel de là ou un autre gars. Le vieux, qui regardait où je regardais, a découvert lui aussi Michel. Et quand il partait vers lui, je le suivais. On s'est approché, et au moment où je me penchais, le vieux a gueulé « touche pas ». Lui venait de comprendre. Dans le vacarme, dans les coups, dans les balles qui passaient, juste au-dessus du petit pré dans lequel on avait tendu l'embuscade, passait une ligne à haute tension, en tous les cas une ligne puissante électrique. Et une des balles, ou peut-être un des obus de bazooka des types d'en face, avait coupé un fil, au moment même où Michel tentait de se replier. Il avait enjambé un clos. Le petit pré était clos à un bout, par une rangée de fils de fer barbelés. Le fil était tombé dessus, certainement au moment précis où il posait ses mains pour passer, pour se faufiler. Il a été électrocuté. Pas de traces de balles, rien. Même pas eu besoin pour eux de le finir. On a tiré tous les corps, à nous, dans la forêt. Le camion, il l'avait fait brûler. Et puis on a passé une partie de la nuit à ramener les gars. Le lendemain, on a changé de camp. Puis on s'est mis à pivoter comme ça pendant des mois et des mois. La nuit, on se déplaçait, le jour, on se planquait. Comme disait Lavry, on attaque de plus en plus. On attaquait tout. Les paysans y compris, qui gueulaient quand ils nous voyaient arriver, qui disaient qu'ils n'avaient rien, à qui on mettait une grande claque dans la gueule, qu'on faisait avouer, où étaient planqués. On s'était même mis à planquer du fric. On devenait... Lavry devenait un véritable terroriste. Sur sa crosse,
il gravait des petits signes avec un canif. C'était ceux qu'il était absolument certain d'avoir descendus. Il m'a jamais demandé à voir la mienne. J'ai fini par, non pas m'en ouvrir au vieux qui avait pris les choses en main et qui succédait à Michel, mais avant d'avoir fini ma phrase, il avait déjà compris, réalisé ce que j'allais lui demander. Peut-être pas très exactement cette chose-là, mais quelque chose de très approchant. J'ai proposé à notre vieux d'être l'infirmier, d'avoir mon arme, mais d'être l'infirmier, d'être celui qui poserait les premiers garrots, qui soignerait les plaies des blessés. Non pas celui qui resterait dans le camp et qui ne bougerait pas. Non, non, je pouvais pas ça. Je pouvais pas, non pas parce que je me dégonflais de le faire, mais l'idée que je venais d'avoir me remplissait. Je pouvais aborder l'avenir presque souriant. Au fond, j'étais un dégueulasse. Du moins, je me disais, je suis un dégueulasse. Les autres seront blessés et moi, je vais panser leurs blessures. Mais après tout, si on a choisi quelque chose, particulièrement une action dans ce genre, il faut se connaître, il faut se découvrir. Et le vieux a très bien compris tout ça. Il m'a même dit en allant au-devant de mes paroles, eh bien, ouais, tu as raison. On va aller faire un petit coup dans une pharmacie, on va descendre à Saint-Bonnet-en-Bresse. Il y a un pharmaco là-bas parce qu'il y a un toubib. On va faire ce qu'il faut faire là-dedans. Ça va pas demander trop d'histoire, on va ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Et il s'est bien posé des questions, il a cru, et il avait raison, que j'en connaissais un peu là-dessus. Je savais comment poser un garrot, j'avais nettoyé la plaie de mon père pendant des années. J'avais même arraché un jour un ongle à ma mère qui ne voulait pas aller à l'hôpital. Donc il me fallait ce qu'il savait, mais peut-être autre chose encore. Avant tout des garrots, plein de garrots. Puis avec les garrots, de l'alcool, des toutes petites fioles d'alcool. Qu'ils ne s'amusent pas à pomper des barriques de 10 litres. S'ils les prenaient, en tous les cas, il fallait prendre aussi les bouteilles vides. Et si possible, au lieu de bouteilles, des bidons. Il me fallait des bidons tout autour du ventre. Il fallait des garrots dans les poches, des bouts de gaze, de chiffon, des draps qu'on allait déchirer. Et j'ai poussé le luxe jusqu'à ce qu'il essaye de piquer une dizaine de boîtes d'agrafes. J'en avais jamais posé, mais j'en avais vu poser sur la peine du père. Ça s'était passé près de 15 ans avant. À l'usine où il était chez Renault, il avait laissé tomber parce qu'il était paf. Il avait laissé tomber le forêt qui était bloqué dans le mandrin d'une chignole. Normalement, ça n'aurait pas dû tomber parce qu'une chignole, à peine on y touche, elle doit remonter, soulager la pièce. Là, il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait pas fait, il avait laissé sa main en dessous, croyant peut-être que le mandrin allait remonter tout seul, mais le mandrin était rentré. Le forêt s'était vissé dans le dessus de la paume, dans le dessus de la main, et avait traversé toute la main pour arriver jusqu'à la paume. Ça y avait cisaillé 2-3 tendons avec une hémorragie. À l'intérieur, après l'avoir recousu à l'usine et posé quelques agrafes, il était revenu à la maison. Et comme ça suppurait, on lui avait défait les agrafes. Et il était entendu qu'une fois la suppuration passée, et après être allé aux soins, on lui reposerait les agrafes pour lui faire fermer la plaie. Et j'avais vu là le médecin poser les agrafes et même m'en laisser ouvrir une, pas la poser. Comment on rapproche, soit avec ses doigts, soit avec une pince spéciale, les 2 lèvres de la plaie, et en les rentrant très légèrement, on introduit l'agrafe et on pince jusqu'à ce que le tout soit très très bien coincé. 8-10 jours après au maximum, on voit une croûte, on fait sauter les agrafes en les écartant et c'est terminé. J'étais donc devenu l'infirmier. Le gars, au fond, très rassurant. Le type qui pouvait de temps en temps distribuer des comprimés puisqu'ils avaient ramassé de l'aspirine. C'était devenu un luxe pour les autres copains de temps en temps venir et dire j'ai la migraine ou dire j'ai mal aux dents, j'ai la chiasse. Le traitement était toujours le même, aspirine, aspirine. Et à chaque fois, ça marchait. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le breuvage, maintenant, on le connaît. On est arrivé à ce qu'on appelle la libération. Une libération qui mettait en joie certains types, qui n'arrivaient pas à me faire sourire. Et le vieux m'a
m'a un peu cuisiné avec la vrille. On allait rentrer sans doute à Paris dans quelque temps, mais le travail n'était pas fini, il allait commencer. Ce qu'on venait de faire là, c'était le A, le B ou le C d'un alphabet de 25 lettres. Évidemment est arrivé le jour de la jonction. On a retrouvé des gars, des militaires, des vrais, des gars qui ne s'alimentaient que du breuvage. J'oserais croire que certains le trouvaient un peu amer, mais apparemment ils étaient tous très bien dans leur peau, parfaitement bien armés, très rodés, pouvant agir les yeux fermés, trouvant une signification à tous les bruits, à leur propre bruit, des petits bijoux. Des petits bijoux qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que de faire ce qu'on leur avait dit de faire, mais qui faisaient avec un malin plaisir. N'étaient pas du tout contents d'avoir contacté des gars du maquis. N'avaient pas l'air d'aimer ça. Alors la première chose à faire, c'était de leur filer les flingues. Et là, le vieux s'était fait baiser. Il aurait dû les planquer, il aurait dû, puisqu'il n'était pas d'accord pour les rendre. Seulement, c'était trop tard. On était non seulement libérés, mais pris dans un étau, dans une grande chose enveloppante. On pendait dans une poche. Et dans la poche, autour de la poche, dans la poche, nous, avec nos flingues, et autour de la poche, ceux qui venaient de refermer tout doucement le goulot. Les gars qui nous libéraient, qui avançaient. Qui, disait-il, avait fait tout le boulot. Alors on a rendu les flingues. Et puis on est resté là dans le coin pendant 3-4 jours. Et on s'est mis à chercher un moyen pour retrouver Paris. On est arrivé à Paris. J'arrivais pas à décrocher d'avec le vieux et la vrille. La vrille, pour lui, c'était tout simple. Il allait reprendre le chemin très connu de son boulot. Le vieux essayait de lui faire comprendre que c'était pas tout à fait ce boulot-là qu'il fallait sans doute faire. Moi, je ne pensais pas à un boulot quelconque. J'étais pas somnambule. Seulement, je sentais plus mes dents. J'avais quelque chose de paralysé dans le visage, dans la face. Comme si, pour trouver une explication, j'avais fait par exemple une série d'abcès. Mais d'abcès qui n'arrivaient pas à couler, qui n'arrivaient pas à terme, qui se nourrissaient d'eux-mêmes en me paralysant. Parler pour moi était devenu une difficulté beaucoup plus énorme que de courir sous les balles. Mais j'avais conscience que c'était un rapport direct avec. Et il a été convenu que je devais reprendre mon boulot chez Farman si Farman réouvrait. Et bêtement, connement, je suis revenu chez les vieux. J'ai retrouvé l'appartement, le premier étage. Le père avait eu le temps de remplacer le cordon et de foutre une sonnette électrique à la place. Je n'ai même pas hésité, pas tourné sur le palier, ni rien. J'ai appuyé sur le bouton. Puis j'ai entendu quelqu'un qui cavalait derrière la porte, dans le couloir. Marcher à ce pas-là, c'était la mère. La porte s'est ouverte, la mère m'a regardé, elle a poussé un grand cri, elle s'est cassée la gueule, elle va être tombée dans les pommes. Bon alors, après l'avoir remis sur pattes, j'ai eu droit, non pas aux questions, ah te voilà, ah tu es sauvé, ah il ne t'est rien arrivé. Pas ça du tout. Pas plus que ah t'as une sale gueule, parce que j'avais une sale gueule. Rien de tout ça. J'ai repris là où je l'avais laissé. Ah les vaches. Le même bordel. Non pas les mêmes intrigues, mais les mêmes salades. Et au milieu de son flot de paroles, entrelardées de larmes, de crachats, de coups de pisse dans les chiottes, de tremblements, de véritables poupées désarticulées, qui se cassaient la gueule en marchant, qui disaient c'est rien, je suis content, t'es là, écoute, et qui vraiment me forçaient à écouter. Je pouvais même pas faire demi-tour. Je pouvais plus me redébiner. C'était ça aussi la libération. Au milieu de tout son fatras, avec une grand-mère qui carrément passait l'arme à gauche à ce moment-là, l'écoutant sans vraiment l'écouter, je m'accrochais à quelques bouts de phrases.
J'ai pas eu besoin de poser de questions et de demander le vieux si ça allait et s'il grattait. Non, il n'y avait plus de vieux. Le vieux s'était taillé. Ça faisait des semaines. Au moment de, disons, de la libération de leur coin, s'était mis à piquer une grande crise. Il avait joué le rôle du gars qui d'abord attaquerait, puis qui ensuite se défendrait, jusqu'à la dernière cartouche. Seulement, il n'avait pas d'arme, il n'avait rien, alors il a pris un grand couteau de cuisine, et il paraît-il, il passait d'une pièce à l'autre en disant « Je les attends, je les attends, je les attends. Ah, les vaches, ils m'auront pas, ils vous auront pas, je vous protégerai, je protégerai toute la maison. » Il n'avait pas mis le nez dehors, ni rien, puis sa libération s'était passée comme ça. Et 2-3 jours après la libération, ben, il avait disparu. La mère disait, s'il avait disparu pendant la libération, j'aurais pensé qu'il était mort. Mais pas du tout. Il boitait, paraît-il, de plus en plus. Plus de vieux. La dernière boîte qu'il était en train de faire, ce n'était plus Renault, c'était, disait la mère, chez Gaudron, chez Pothèse, à Issy-les-Moulineaux. Toute la soirée et toute la nuit, discussion sur discussion avec la vieille. Elle parlait pour moi et elle répondait pour moi, elle parlait pour elle, elle répondait pour elle. J'avais qu'à la laisser aller, c'était très bien, il y avait une grande pente, on avait mis une balle là-dessus et ça sautait, ça sursautait. Ça réussissait pas à trouver un trou, s'arrêter. Et puis le matin est arrivé. Alors elle s'est mise à me regarder, avec des yeux à la fois exorbités et bouffés par du sang, quoi. Il y avait un fin réseau de petites veines ou de petits vaisseaux qui étaient là et qui allaient éclater d'un moment à l'autre. Elle suffoquait. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et elle m'a demandé de la sauver. J'ai pas bronché. J'ai pas sursauté, j'ai pas dit ni oui ni non. Demander de la sauver. Elle avait peut-être 50 berges. Sauver une femme de 50 berges qui est sa mère. La sauver soi-disant en quoi faisant? En se mettant à la recherche du vieux et c'était quand même pas ça la sauver. Une fois je l'ai sauvée. Plusieurs fois, par contre, elle avait voulu me perdre. Elle envisageait tout le temps d'aller enjamber le pont. Elle nous menaçait avec ce putain de pont de Saint-Cloud. Un jour, vous verrez, on me retrouvera à l'écluse de Suresnes. Ah putain, cette écluse de Suresnes, combien de fois je l'ai entendue. À la fois une massue, un flic, un gendarme. L'aboutissement de toute sa vie. Mais à l'écluse, elle y est jamais arrivée. Là, peut-être elle éclusait mal, mais ça c'est autre chose. Moi, je me souvenais. Ah, j'étais pas vieux, je devais avoir 17 ans, 18 ans. Elle s'était mise à faire de l'humeur. On était déjà dans l'appartement. Ouais, j'avais 18 berges. Et puis, un beau jour, eh bien, elle n'a pas pu aller travailler. Elle s'était levée et recouchée très vite après, mais suffisamment pour que je puisse voir qu'elle marchait les jambes écartées. Avec les histoires et du marin et les miennes, j'avais pensé qu'elle faisait la même histoire. De la grappe. Elle s'en était jamais plainte, mais puisque j'avais trouvé de la crème rosa, peut-être qu'elle l'utilisait elle aussi pour ça. Un peu pour ses lèvres et un peu pour son derche. 2-3 jours venaient de passer et elle ne quittait pratiquement plus son lit. J'avais proposé d'aller chercher le toubib, elle ne le voulait pas. Non pas ça allait mal avec le vieux au point de décider qu'elle allait claboter. Je crois que les gens qui disent « je veux claboter, je me tuerai », vous verrez, ne le font jamais. Ils en parlent de trop. Encore qu'il y avait un exemple qui venait prouver le contraire, c'est-à-dire l'oncle. Mais lui, c'était une exception tout à fait particulière. Les 3-4 jours passés, la mère avait non seulement un sale visage, mais une sale couleur au visage. Et elle pleurait tout doucement, et sa mère, qui lui amenait un petit bouillon à boire de temps en temps, le matin, le midi, le soir, n'arrivait pas à la faire parler. Le père qui vivait là se désintéressait apparemment complètement de cette histoire. Il dormait à côté d'elle, pesamment, puissamment. Il se levait le matin, il se préparait son casse-croûte et il se débinait. Je n'avais pas trouvé ça ni dégueulasse, ni abject. Je trouvais seulement curieux que la vieille reste au lit. Reste au lit, c'était pas dans ses habitudes, même quand elle était malade, quand elle levait pulmonairement. Elle se mettait debout et, en faisant sa lessive ou en repassant, elle allait cracher de temps en temps dehors dans la cour. Pour qu'elle reste au lit, il fallait qu'il y ait vraiment quelque chose de très spécial. Alors je me suis mis à la cuisiner. À la cuisiner à un tel point, c'est que tout en pleurant, j'ai eu droit à l'aveu.
Elle avait une chose, et vraiment elle insistait sur une chose, que jamais elle n'avait eue dans sa vie, qu'elle ne pouvait pas montrer pas plus au médecin qu'à un autre. Si ton père voulait, peut-être lui pourrait. Donc c'était pour moi quelque chose, disons, d'intime. Intime, c'est-à-dire le cul ou le sexe. Alors j'ai posé des questions de plus en plus précises autour du cul. Ça tournait pas là. Alors j'avais que 10 centimètres à faire pour arriver à l'endroit. Elle a commencé à gueuler, à crier, à dire non, 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 je veux pas qu'on parle de ça. Et puis elle avait la trouille. Et elle m'a dit qu'elle avait là-dedans un gros abcès. Si je mettais les uns au bout des autres le nombre d'abcès que j'ai pu percer, trouver, regarder, trouer, nettoyer, appuyer, désinfecter, laisser suppurer pour renettoyer encore après, il me faudrait des milliers de pages. Je crois que dans le fond, j'ai pataugé d'un anthrax à un autre anthrax, comme des tranchées, d'un gars qui se planque là-dedans. Alors il a fallu faire très vite. J'ai dit à la vieille, si ça fait 4-5 jours que tu es comme ça fait donc 4-5 jours que tu as de la fièvre. Je te dis même pas de la prendre, tu l'as. Ah, il va falloir que je nettoie ça. Tu veux pas le tout bib, alors c'est moi. C'est pas parce que t'es ma mère, après tout, je sais ce que c'est. J'en sais beaucoup plus long que tu crois. Et le sexe de ma mère, eh ben, c'est un sexe de femme. Je suis allé dans la cuisine. J'ai sorti disons mes outils, qui n'étaient pas des outils. J'avais dans une petite boîte en fer, qui était une ancienne boîte à gâteaux. Avec dessus, je m'en souviens très bien, un petit paysage ancien. Des femmes avec des perruques et des bonhommes autour, avec des pantalons et des cannes. Des jabots, des grands chiens, des lévriers allongés à leurs pieds. Dans cette petite boîte-là, j'avais une pince à épiler, une paire de ciseaux qui devaient servir comme ciseaux à ongles, mais qui étaient de temps en temps utilisés uniquement pour des histoires de plaies, qui n'étaient pas désinfectées, mais que je passais quand même un peu à l'alcool avant de les utiliser. Dans la même petite boîte, il y avait une seringue, une aiguille, pour faire des intramusculaires, ce que je faisais quand il fallait les faire. Et puis dans la même boîte, bande, coton, sparadrap. Et à côté de cette boîte-là, les petites fioles, teinture d'iode, mercurochrome, éther, alcool. Et le reste ne m'intéressait pas. Je me démerdais avec cette petite boîte très librement, comme une boîte à outils à l'atelier. Je mettais ça sous mon bras et je fonçais. J'ai eu à faire une série de piqûres à la grosse. Elle aimait beaucoup ça. Elle ne me montrait pas son cul, elle dégageait légèrement, soulevant sa robe, mais en mettant son tablier sur ses cuisses, sur ses jambes. Je faisais ça, paraît-il, très bien. Et moi, j'aimais beaucoup. Non seulement voir le bout de chair, mais voir l'aiguille rentrer et quelque chose se passait, un déclic surgissait en moi, et quand je faisais rentrer le liquide, c'est comme si moi je le faisais rentrer en moi-même. J'ai pris ma petite boîte et j'ai nettoyé mes ciseaux. Je voyais pas ce que je pourrais faire là-dedans. Je me demandais comment était quelque chose qu'on avait là. Ma mère a opposé très peu de résistance. Elle a fini par relever les draps, soulever sa petite chemise de nuit. J'ai vu ses petites jambes, les poils. J'ai dit maintenant, il faut écarter. J'ai regardé, j'ai pris une lampe électrique, j'ai regardé, il y avait un gros abcès sur le bord de la lèvre. Alors je lui ai dit qu'il fallait que, sinon raser, en tout cas que je coupe les poils. Alors elle pleurait, elle s'est mise à pleurer, elle n'a arrêté de pleurer que quand tout a été fini. Je me régale pas à parler de ça, mais il faut que je le dise. J'ai coupé les poils le plus près possible de la peau. J'y ai fait une tonsure. J'ai pas tout coupé, je voulais la respecter à cet endroit. J'ai bien dégagé autour de l'abcès qui était vraiment très vilain et qui sans doute commençait à mécher à l'intérieur. Il fallait pas appuyer, c'était pas la peine. Ça s'était déjà ouvert et ça commençait à dégouliner. Alors je lui ai dit, ça va brûler. J'y ai bourré dans le sexe un grand bout de coton pour pas que l'alcool dégringole là-dedans. Et puis je lui ai bloqué juste à l'endroit du trou du cul un morceau de torchon. Je connaissais très bien la sensibilité de cet endroit. J'ai nettoyé ça. Le soir, j'ai recommencé, c'était déjà infiniment plus propre.
Le lendemain matin, c'était pratiquement terminé. Elle a boité encore quelque temps. Et tout est rentré dans l'ordre. Nous n'en avons jamais plus parlé. Jamais le médecin n'a su. Et mon père a pu soupçonner que ma mère avait quelque chose, mais pas ça. Sauf ton père. Sauf nous. Sauf moi. C'est tout ce que j'entendais en revenant. Je me libérais par un sauvetage. Non plus sauveteur marinier, mais sauveteur familial. J'ai pris la porte. Il était peut-être 2 heures, 3 heures de l'après-midi. Je savais où se trouvait Potez. Je suis allé à pied. Marcel Samba, ici les Moulineaux, Potez. C'est là que j'avais pensé rentrer à un moment donné aussi chez Potez Gaudron, dans les avions. Et j'ai vu le grand bâtiment. Je me suis présenté au gardien et j'ai raconté ma petite histoire. Je rentre, je suis le fils d'un tel. Il y a encore 2-3 jours, j'étais dans les bois. Et puis j'apprends que mon père travaille maintenant chez Potez. Alors comme je vais certainement repartir, alors que je fais une parenthèse, mais je ne savais pas si j'allais repartir ou pas. Fermons la parenthèse. Je dis je vais repartir, il faudra le voir. Il m'a dit que c'était difficile, mais que si effectivement je rentrais des bois, je devais voir mon père. Alors il a fait appeler mon père, qui est arrivé. À qui on n'avait pas dit, c'est votre fils qui vous demande ou c'est ton fils qui te demande. Qui on avait dit, présente-toi à la porte du gardien. Quand je l'ai vu s'approcher de moi, il venait de s'écouler à peu près 7 mois, 8 mois. J'ai tout de suite lu dans sa démarche, dans sa tête, qu'il était au petit poil, tout à fait dans sa peau, avec sa paire de bleus et les mains un peu sales, sans me sourire. Lui, ça allait bien. Pas de questions, pas autre chose que bonjour, bonjour. Je lui ai demandé de me suivre, de demander la perme, de dire qu'il y en avait pour 1 heure. Ce qu'il a fait, ça a été accordé tout de suite. Puis on s'est retrouvé dans un petit troquet, pas très loin de Potez. Il s'est mis d'un côté d'une table et moi de l'autre. Puis il a sorti ses cigarettes, on s'est mis à fumer, à boire un pot. J'arrivais pas à sortir ce que je voulais sortir, parce que je savais pas ce que je devais sortir. Ça aurait été plus facile si j'avais pu lui dire, ben, non pas j'en ai chié, mais j'en ai tâté. Et j'avais rien tâté. Lui dire que ben, j'étais revenu, il le voyait, que j'avais retrouvé la mère qui chialait, ça n'arrivait pas à sortir. Alors j'ai simplement demandé, très simplement demandé, pourquoi tu reviens pas à la maison? Pipait pas. J'ai recommencé ça. Pourquoi tu reviens pas à la maison? C'était plus que con ce que j'étais en train de remettre en route. Pour peu que je remonte un peu en arrière, je pouvais très bien voir que le vieux me craignait, s'était mis à me craindre à la fin. Le départ avait été sans doute le coup de boule dans l'estomac. Depuis, il me tenait un peu à distance, tout en me respectant beaucoup. De temps en temps, c'était plus fort que lui, il fallait qu'il me fasse marronner, qu'il me fasse des salades. Mais très rapidement, les salades tournaient à la cigarette tendue offerte. Il lui arrivait aussi par-ci, par-là, non pas de se confesser, il n'avait pas envie de ça, mais d'ouvrir un peu les vannes et de laisser l'écluse faire son chemin. Mais au fond, non pas il m'aimait pas ou il m'aimait, mais je crois avant toute chose, il redoutait son fils. Un fils qui était devenu dans la taille plus grand que lui, et qui très, très réellement dans les épreuves, disons, avait une manière de réagir tout à fait particulière et très différente de la sienne. Je n'avais conservé de lui que la tête. Je restais, je devenais de plus en plus la tête du père. En le voyant s'approcher quelque temps avant, justement, dans l'usine, ça aurait pu être une glace qui s'approchait de moi. Jusqu'aux épaules, la voix,
le goût même. Nous aimions les mêmes choses. J'avais pris peut-être les mêmes habitudes que lui pour fumer. Le reste, c'était très différent. Plus de père, plus de fils. Un grand, musclé, un petit rond. Mais pour la tranche, là, il n'y avait pas à se poser de questions. Après avoir dit plusieurs fois qu'il fallait rentrer à la maison, il s'est un petit peu dégrafé. Puis il m'a dit, pourquoi tu veux que je rentre à la maison? J'ai quitté tout ça il y a 2 semaines. J'ai rien trouvé d'autre à répondre que tu devrais rentrer quand même à la maison. Et je suis rentré, moi, à la maison. Ma mère m'a demandé si je l'avais vu. J'ai rien répondu. Je suis passé dans ma chambre. Une saloperie de chambre que je m'étais mis à détester sans jamais y penser. Une chambre avec son grand rideau qui pendait, les 2 crapauds en dessous. Puis la fenêtre avec ses doubles rideaux. L'espèce de secrétaire avec ses tiroirs qui étaient restés toujours vides. Il me semblait pas possible, sans me le formuler, que je puisse un jour à nouveau repouiller dans ce plumard. Le baldaquin, le petit tapis par terre, un vieux tapis tout râpé à la néglisse. J'ai fait un saut dans la chambre des vieux, j'ai regardé. Pratiquement rien n'avait bougé. Tout était en place. Je remettais mes pieds sur un tas. Un tas qui n'était pas un tas de fumier, mais